j'ai été le premier surpris à entendre parler de dette cachée. Parce que simplement, c'est un non-sens. Une dette publique, on ne peut pas la cacher par définition. Depuis que j'ai quitté mes fonctions de président de la République, au terme de mes 2 mandats constitutionnels, j'ai changé de vie. Bien sûr, je suis resté un acteur politique, puisque je reste le président de mon parti, même si le parti aujourd'hui est animé par des responsables, et j'essaye justement, du fait que j'ai choisi de vivre au Maroc après mes 2 termes, de les accompagner. C'est un parti d'opposition. Mais moi, j'essaie d'éviter d'interférer dans le débat politique ambiant, puisque la règle, jusque-là, c'était que lorsqu'on a fini, il faut laisser les nouveaux arriver au pouvoir, poursuivre sans trop d'interférence. Cela dit, le parti, lui, est un parti d'opposition qui assume ses positions, qui apprécie. Voilà. Donc, mais moi, je me suis engagé à poursuivre les combats que je menais en tant que président de la République sur l'Afrique, sur des problématiques globales. Et la question climatique fait partie de ces problématiques, la question de la dette, elle fait partie de ces problématiques, la question également de la place de l'Afrique dans le concert des nations, en particulier dans la réforme, la nécessaire réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi la nécessaire réforme de l'architecture financière internationale, parce que tout cela conditionne la place de l'Afrique dans ce nouveau monde. Vous parlez dans votre livre de fanatisme écologique de Oui. de certains pays occidentaux, de certains activistes. En réalité, il y a eu ce que j'ai appelé le fanatisme climatique, et il s'est manifesté particulièrement lors de la COP de Glasgow, où les pays industrialisés, il y en avait 13, qui ont signé un ordre en disant « Désormais, on ne va plus financer les énergies fossiles à l'extérieur ». Donc, c'était clair, à l'extérieur de leur pays. Et j'avais trouvé que c'était totalement injuste vis-à-vis de l'Afrique, qui n'était pas responsable de la situation actuelle, du réchauffement climatique, et refuser donc, aux pays africains qui ont dans leur sous-sol des ressources fossiles, que ce soit pétrolières, gazières ou même du charbon, leur refuser cela au point que les banques de développement, aucune ne finançait plus ces projets, c'était une double peine pour l'Afrique et c'était injuste. Donc nous disons oui pour une transition climatique, mais la transition, elle doit s'organiser. Il faut un temps d'adaptation, il faut un temps pour que l'Afrique bénéficie aussi de cette énergie dont elle dispose dans son sous-sol, qu'elle puisse l'exploiter et qu'elle s'engage, comme tous les autres, dans un délai raisonnable pour que le coût ne soit pas trop élevé par rapport à ces impératifs de développement. Et aujourd'hui, bon, par la force des choses, les gens reviennent à plus de sentiments. On a vu récemment donc, les agences de notation dégrader la note souveraine, renchérissement du crédit, décaissement du FMI, Fonds monétaire international, provisoirement été gelé à cause de ce que le nouveau gouvernement appelle une dette cachée sous votre gouvernement. Est-ce que vous adressez ça un peu dans votre livre? Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce qui s'est passé là et quelles sont les ramifications justement pour le Sénégal et pour votre temps au pouvoir? Est-ce que ça risque d'avoir un effet sur tous les progrès que vous avez faits à l'électrification, etc.? Je pense que j'avais choisi de ne pas parler des questions sénégalaises, mais j'ai été le premier surpris à entendre parler de dette cachée. Parce que simplement, c'est un non-sens.
une dette publique, on ne peut pas la cacher par définition. Parce qu'une dette publique suppose un engagement d'un gouvernement vis-à-vis du bailleur. C'est une convention financière qui est d'abord autorisée, du moins un avis de la Cour suprême est requis pour chaque convention de dette internationale. D'abord pour voir la conformité entre l'engagement du pays et par rapport à cette convention. Est-ce que cette convention de dette correspond à notre engagement international, à notre constitution, etc., etc. Ensuite, la dette extérieure, elle est libellée en devises. Nous, on a une monnaie locale qui est le CFA, comme tous les pays. Donc cette dette en devise, quand elle vient soit du multilatéral ou du bilatéral, elle passe par la Banque centrale, qui est une banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe 8 pays. C'est cette banque qui reçoit l'argent de l'étranger, qui la convertit et émet de l'argent local en CFA qui donne au gouvernement du Sénégal. Donc comment on peut cacher tout cela sans que la surveillance multilatérale du Fonds monétaire qui est permanente, sans que moi-même, président de la République, je ne sois jamais été informé, jamais auparavant, avant ces accusations, sans que la Cour des comptes du Sénégal ne soit au courant, sans que l'Assemblée nationale du Sénégal ne soit au courant, sans que les services même de l'État, du ministère des Finances ne soient au courant. Comment cela est-il possible? Par contre, ce qui peut être possible, et nous attendons de comprendre, parce que moi je veux comprendre moi-même, qu'est-ce qu'on nous reproche? Est-ce qu'on me reproche, moi, Macky Sall, président du Sénégal, qui a multiplié par N l'accélération de l'électrification du Sénégal, qui a multiplié le développement des infrastructures, qui a donné au Sénégal des infrastructures qu'il n'a jamais eues, jamais connues, dans un pas de temps restreint? Moi, j'ai fait le choix, parce que j'avais la confiance des partenaires du Sénégal, qui me faisaient confiance, qui faisaient confiance au Sénégal, et qui nous ont prêté de l'argent pour construire ce développement. J'ai mis un train express à écartement standard, un système de transport multimodal, moderne et écologique. J'ai augmenté l'électrification. L'argent a servi à développer le pays. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle du développement accéléré? Est-ce qu'on parle de quoi? Moi, je veux comprendre. Et j'attends bien ce rapport dont on me parle. Un audit, on aimerait bien voir les termes de référence et surtout le rapport de l'audit. Parce que là, on ne peut pas discuter parce qu'on ne sait pas de quoi on discute. Je vais revenir sur la CEDEAO rapidement. Évidemment, vous étiez dans ce rôle-là aussi. C'était le premier de la classe pendant longtemps parmi les groupes régionaux africains. Malheureusement, avec les putschs au Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, on a vu ces tensions et ces divisions. Comment voyez-vous l'avenir là? Oui, moi, c'est avec beaucoup de tristesse que je vois cette situation. J'étais acteur en tant que président du Sénégal. J'ai dirigé la CEDEAO en 2015. C'était la plus belle organisation sous-régionale en Afrique parce qu'elle était dynamique, elle a développé des outils sur l'intégration, elle a 50 ans d'existence, la CEDEAO, donc Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle a bien sûr sa charte sur la démocratie qui interdit les coups d'État, etc. Et lorsque ces coups d'État ont été perpétrés, naturellement, la première mesure qu'elle avait prise, c'était des sanctions contre les pays, les régimes militaires issus de ces coups d'État. Et la gestion de cette crise ne nous a pas permis, malheureusement, d'arriver à des agendas convenus pour permettre une transition militaire puis un retour à la période normale. Malheureusement, cela a entraîné la création de l'Alliance des États du Sahel. Mais qu'à cela ne tienne, les pays sont libres aussi de s'associer. Moi, je n'apprécie pas cela. Le Mali, le Niger, le Burkina sont des pays frères. Les populations sont des populations ouest-africaines. Il ne faut pas que ces populations ou celles qui sont dans les autres pays subissent les conséquences de cette rupture. Moi, je suis d'avis maintenant qu'ils sont sortis, il faut tout de même maintenir le dialogue entre la CEDEAO et l'AES. Il faut faire en sorte que la rupture n'ait pas comme conséquence de perdre ou de faire perdre aux populations des deux blocs les acquis que cette intégration avait permis, notamment la libre circulation des personnes et des biens,
notamment tous les acquis en matière de coopération, de lutte contre le terrorisme. Il faut que les pays continuent à travailler. Et moi, personnellement, je veux bien m'investir auprès des pouvoirs publics pour que le dialogue soit maintenu. Puisque de toute façon, la crise, elle est là, on la constate. Mais bon, les pays ont choisi leur voie pour ne pas être sanctionnés par la CEDEAO. Aujourd'hui, le vin est tiré, nous on dit le bissap est tiré, il faut le boire et puis essayer de colmater. Moi, je crois qu'il faut le dialogue entre la CEDEAO et l'AES.